Un nouveau numéro de votre émission Angle de vue. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le refus du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, d'aller au parti unifié avant la présidentielle de 2020 avec son grand allié du RDR, le Rassemblement des Républicains, continue de susciter des remous. En Côte d'Ivoire, quelques semaines après les réserves portées notamment par Daniel Kabla-Duncan et plusieurs cadres du PDCI, c'était mi-juin, certains ont choisi de prendre la parole. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobena Kwasi Adjoumani, a annoncé le lancement de mouvements à l'intérieur du PDCI, se déclarant favorable au parti unifié. Une demi-douzaine d'autres ministres et quelques députés et sénateurs PDCI étaient présents lors de cette annonce publique. Mais à y voir de plus près, tout ceci dégage une forte odeur de division. Et pour s'en convaincre, la réaction du PDCI par la voix de son porte-parole qui cite le président Henri Konan Bédié n'a pas tardé. Cette déclaration de création d'un courant au sein du PDCI RDA est nulle et de nul effet, peut-on lire dans un communiqué. Le conseil de discipline du PDCI RDA qui s'est réuni ce jeudi 5 juillet n'aura pas abordé la question sur les traces d'Houphouët-Boigny ou des fondateurs de ce mouvement que sont le ministre Kobena Kwasi Adjoumani et d'autres membres du gouvernement. Est-ce la fin de la paix des braves entre le RDR et son grand allié? Quelle chance conserve le RHDP de prospérer sans le PDCI? L'annonce de la dissolution du gouvernement intervenue juste après cette sortie y est-elle liée? Quel risque court la Côte d'Ivoire par cette crise politique majeure? Quelle prise en compte des réserves de l'opposition qui pointent des irrégularités majeures lors de la révision des listes électorales pouvant remettre en cause la paix et la cohésion lors de scrutins à venir? Côte d'Ivoire, naissance du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny, réelle volonté d'unité des militants PDCI ou simple stratagème, c'est le thème retenu pour ce numéro de votre émission Angle de vue qui permet de décrypter l'actualité sur le continent africain. À toutes et à tous, à nouveau, bonjour et bienvenue. Place au débat sans plus tarder, on revient après ceci. Et avec nous aujourd'hui pour en parler, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Face à vous, Élisée Héribert Labella-Jovi, bonjour. Bonjour, Joannes Stone. Vous êtes journaliste internationaliste, vous êtes écrivain également. Patrick Armand-Poyon, que de cadres PDCI prennent la parole publiquement pour appeler au parti unifié. Est-ce que c'est un fait surprenant pour vous? Ah non, ça n'a rien de surprenant. C'est-à-dire qu'il fallait que le parti PDCI puisse se dire le président de la République de la Côte d'Ivoire est quand même un poids lourd. Et quand il parle et on refuse d'y aller et qu'il menace de faire sortir des ministres, certains ministres vont faire leur choix. Ils vont faire leur choix parce que aujourd'hui et avec plus de chance demain, c'est le président Alassane Ouattara qui est aux commandes. Donc, les gens se sont dit il faut choisir entre celui qui est au pouvoir et celui qui n'est pas au pouvoir et qui n'est peut-être même pas candidat. Donc, ils ont fait leur choix. Je crois que c'est dans la logique des choses. Voilà. Élisée Héribert Labella-Jovi était présent à cette déclaration des ministres PDCI, Raymond Goudou Kofi, François Albert Amichia, Sirdou Fofana, Alain Richard Donhaï, Amédée Kouakou Kofi, Claude Isaac D, plusieurs cadres également, élus et militants. Est-ce que nous sommes en face d'une division au sein du PDCI? Mais bien sûr qu'il y a une certaine forme de division, mais cela s'explique par la politique du ventre. Parce que, figurez-vous, que ce soit en 2010, que ce soit en 2015, le PDCI a soutenu le RDR, a soutenu le président Alassane Dramane Ouattara, parce qu'ils se disent tous oufouettistes. Et donc, il y a comme un accord secret qui demande à ce que, après ces deux mandats, que ce soit le PDCI qui prenne le pouvoir par la suite. Du moins, c'est ce que je lis à travers ce bureau politique qui a été organisé par le PDCI le 17 juin dernier. Et donc, quand nous voyons même le communiqué qui est sorti le 4 juillet, ça se voit clairement que ces dissidents ne sont plus sur la ligne du parti. Et c'est pas surprenant parce que nous sommes en Afrique et que généralement,
et les partis politiques et les convictions, c'est au gré des intérêts. S'il y avait des axes clairs de politique, on ne se retrouverait pas dans des situations où on est obligé de faire ce ballottage. Donc, c'est pas surprenant, mais c'est en même temps regrettable. Parce que si vous êtes dans un parti, c'est à supposer que vous adhérez aux idéaux du parti et que donc, quand le parti a une certaine position, il ne faudrait pas chercher des subterfuges, mais il faut y aller. Si vous n'êtes plus d'accord avec le parti, alors vous retirez sans chercher des subterfuges. Maintenant, si la position que votre parti adopte est de l'ordre de la logique, il faut y aller. Maintenant, si vous faites le contraire, comme on le voit tout le temps, c'est qu'en fait, vous n'avez pas des convictions. Ici, les convictions, c'est les intérêts personnels, puisqu'on est ministre et qu'il y a un remaniement ministériel. Donc, ça se comprend sous cet angle-là. Mais, de l'autre côté, on voit très clairement qu'il n'y a pas vraiment des partis qui ont vraiment une idéologie claire. C'est basé sur des hommes. Le RDR, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le PDCI, c'est Henri Konan Bédié. Il faut aller au-delà. Il faut que ce soit les idéaux qui soient mis au-devant. Ce n'est pas le cas. Et donc, on peut assister à ce qu'on peut appeler le bordel, excusez du peu. Voilà. Le communiqué publié par le PDCI, Patrick Amon-Pouillon, consacre-t-il cette division ? Mouvement nul et de nul effet. Les mots ne sont-ils pas trop forts? Non, c'est le langage conventionnel dans ce genre de situation. Ça n'a rien, ça dit qu'ils vont boire une bouteille de champagne ensemble 5 minutes après. C'est le langage conventionnel. Mais je voudrais rectifier quelque chose. C'est pas seulement en Afrique que ça fonctionne comme ça. Nous avons eu En Marche en France. En Marche a pris des députés de tous les partis, de tous les grands partis. Il a pris de grandes personnalités dans les partis. Vous n'allez pas me dire que Raffarin est allé En Marche parce que Raffarin veut politique de ventre. Non, il est allé En Marche, mais il a pris sa retraite politique. Donc c'est pour dire que en réalité, ce n'est pas seulement en Afrique, et aussi, ce n'est pas seulement pour le ventre. Parce que parfois, ils peuvent analyser la politique logique. Bon, on peut dire que la logique, c'est de s'opposer. Mais on peut dire aussi que la logique, c'était de rester dans le parti unifié et faire un lobbying dedans. Mais moi, je dis, on ne peut pas d'office dire que les ministres ont choisi de créer ce mouvement pour le vendre et que c'est en Afrique seulement. Non, c'est partout dans le monde. Il y a des révolutions, il y a des dynamiques. Nous sommes, je l'ai dit sur ce plateau, la politique du président Alassane Ouattara n'est pas une politique stratégie moderne selon moi. Pour moi, c'est une stratégie ancienne école, tout ça. Et ça ne fait que créer des risques pour lui-même de perdre le pouvoir, de créer risques pour lui-même de perdre le pouvoir au prochaines élections où il souhaite être, il envisage être candidat. Il peut perdre le pouvoir. Donc c'est pour dire, il avait la possibilité d'avoir un pouvoir consolidé, se retirer, avoir ses arrières couverts, mais là, il vient de prendre une décision qui peut le faire perdre le pouvoir. Je suis totalement d'accord. Mais ce n'est pas pour autant que les conséquences derrière doivent être analysées en termes de comme la décision est mauvaise, tous ceux qui suivent la décision font une mauvaise choix ou une politique de vente, c'est pas évident. Ils ont certainement analysé les rapports de force aujourd'hui. Et tant que le PDCI ne va pas clarifier sa position et rentrer soit dans l'opposition, soit dans la mouvance, nous allons avoir toujours une position du président Alassane Ouattara qui est confortable et leur position à eux qui est difficile. On est dedans ou on est dehors. Et il faut décider clairement cela. Et ceux qui veulent aller dedans, ils quittent le parti, ils vont dedans et le parti s'organise avec les Afin Guessan qui ont déjà tendu la main et tout ça. Et ça sera une reconfiguration politique de la Côte d'Ivoire. Ça ne peut que aider la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, aujourd'hui, le président Bédié appelle à ne pas laisser prospérer les marchands d'illusions. Que doit-on attendre de cette sortie? Est-ce que nous sommes en train d'aller vers une scission formelle, c'est-à-dire, pourquoi pas, l'éjection de ces ministres-là, de ces cadres-là, du PDCI? On rappelle qu'il y a un conseil de discipline qui s'est réuni ce 5 juillet et qui n'a pas abordé le cas de ces ministres et de ces cadres-là. Oui, je veux dire que tout à l'heure, je parlais justement de ce que, particulièrement en Afrique, lorsqu'on s'oppose, ce n'est pas sur les idées, ce n'est pas sur les convictions, ce n'est pas sur des directives claires qu'on aurait, mais parce que, en fait, ce qui réunit
les gens, c'est d'abord le ventre. Je ne voudrais pas dire, et ça je voudrais dire à M. Poyon, je ne voudrais pas dire qu'ailleurs, qu'il n'y a pas des convictions qui s'expriment. On ne peut pas comparer exactement ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire à ce qui s'est passé en France. Il y a d'autres aspects, ce n'est pas l'objet de notre débat de ce matin. Je voudrais dire que ce que le PDCI est en train de faire actuellement à travers son président, Henri Konan Bédié, qui n'est victime de sa propre turpitude, je dirais, si l'on prend sur le plan des tests, sur le plan logique, ce qu'il fait, il a raison, mais en fait, le premier à être traître par rapport à ses propres convictions, c'est lui-même. Comment donc? Mais bien sûr, on sait très bien que depuis que cette crise a commencé, et la crise ivoirienne ne date pas d'aujourd'hui, on peut aller tout au moins, si on veut être très proche, on peut aller au lendemain du décès du président Feu Félix Houphouët-Boigny, et on a vu, je ne veux pas rappeler toutes les péripéties, en fait, le fait que Henri Konan Bédié et Alassane Dramane Ouattara se mettent ensemble, c'était déjà un mariage incestueux. Pour plusieurs raisons. Si vous allez consulter l'histoire de la Côte d'Ivoire, vous comprendrez. Et que donc, il y a des intérêts qui vont au-delà des idéaux. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on peut appeler, entre griffes, les dissidents sont en train de faire, c'est un peu qu'ils sont en train de copier le maître. Donc, dans ce sens-là, je dis, je ne trouve pas qu'il y a autre chose que ces dissidents sont en train de faire que Henri Konan Bédié lui-même ne faisait pas. Et que donc, un jour ou un autre, ce qui se passe aujourd'hui devrait arriver. Le président Alassane Ouattara, Dramane Ouattara, a beau jeu aujourd'hui de vouloir qu'il y ait ce parti unifié. Et je pense que, en fait, dans la logique, on devrait désirer ces grands ensembles parce que nous en avons besoin. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire en détruisant l'existant? En fait, ce qui fait qu'il y a problème aujourd'hui, c'est parce que lui-même a dit qu'avec la nouvelle constitution, il a la possibilité d'être candidat. C'est en fait à ce niveau que le problème se pose. En fait, s'il n'avait pas dit qu'il pouvait être encore candidat, je pense qu'un parti unifié, RDR, PDCI, ça existait déjà d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, en fait, c'est l'objectif qui est caché derrière qui fait qu'il y a ces dissidences. Mais je dis que dans cette affaire de la Côte d'Ivoire actuellement, tout le monde est coupable. Voilà. Patrick Amon-Poyon, est-ce que aujourd'hui les divisions qu'on est en train d'observer au sein du PDCI sont une résultante directe de la communication présidentielle qui estime avoir la liberté de ton d'être candidat ou non en 2020? Oui. Au fait, il a dit, vous me suivez ou on se sépare. C'est le discours du président Alassane Ouattara. Et la réunion qu'ils ont tenue, qui n'a pas pris de décision concernant les ministres dissidents, ça veut dire que ce n'est pas déjà joué que le PDCI ne sera pas dans le parti unifié. Parce que à quoi sert de renvoyer des ministres pour avoir voulu ça si nous continuons de discuter sur la possibilité d'y aller? Donc, possibilité toujours existante. Possibilité toujours existante. Tant que le PDCI ne va pas rentrer dans l'opposition, ça veut dire, et vous avez vu, le nouveau gouvernement TAD, si le nouveau gouvernement TAD, alors que vous connaissez Alassane Ouattara, il va faire les choses vite et bien. Et donc, si le gouvernement TAD, ça veut dire que certainement, il y a toujours des tractations pour que le PDCI aille au parti unifié. Mais quand on force les choses comme ça en politique, ça laisse des amertumes. Et il y a là du retournement des situations que les hommes politiques en Afrique ignorent souvent. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est en position de force, mais il ne sait pas pour combien de temps. Alors, quand on utilise cette position de force à tort et à travers pour obliger les autres, pour contraindre les autres, le jour où les rapports de force changent, les autres vont avoir l'occasion maintenant de pouvoir rendre des comptes. Donc, dans tous les cas, il y aura un après
tout ceci, parce que même si tout le monde va au parti unifié, il y aura des amertumes qui vont laisser des traces. Voilà. Le communiqué qui dissout le gouvernement et reconduit le Premier ministre Amadou Coulibaly dit, je cite, gouvernement, RHDP et société civile. Aujourd'hui, le PDCI est en train de dire RHDP après 2020, et c'est-à-dire que le PDCI a du souci à se faire. En tout cas, les députés ou ministres qui ne sont pas allés à cet appel de entre griffes les traces du Fouet-Boigny. Personnellement, je pense que le président Alassane Dramane Ouattara n'a pas intérêt à se mettre à dos Henri Konan Bédié. Parce que déjà, au sein du RDR, puisque je considère que Guillaume Soro, l'actuel président du Parlement, est du RDR, et si on consulte l'histoire, on verra le rôle que ce dernier a joué pour que nous en soyons là aujourd'hui. Donc, si à cette crise interne, on en rajoute la crise frontale avec le PDCI, sinon la crise frontale ou la confrontation entre Alassane Dramane Ouattara, actuel président, et l'ancien président Henri Konan Bédié, en sachant que le FPI est en embuscade, on peut dire que c'est le président Alassane Dramane Ouattara qui est en position difficile. Mais qu'on peut comprendre, puisque ces derniers temps, s'il a été amené d'abord à dire qu'il pourrait se présenter pour un troisième mandat, et que d'un autre côté, il dit également qu'il faut le parti unifié, on a l'impression qu'il a peur de quelque chose. Et puisqu'on sait tout ce qui se dit, à tort ou à raison, de comment le pays est géré, on a bien l'impression qu'effectivement, il y a quelques inquiétudes. Je continue de dire que Henri Konan Bédié, l'ancien président, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, a joué un rôle pour qu'on en arrive là, mais étant celui qui est au pouvoir, donc qui doit répondre du pays, le président Alassane Dramane Ouattara, ce qui s'est passé et qui est de l'ordre de la politique avec le FPI, ça ne sera pas facile avec le PDCI. Et donc, moi, je vois que dans cette guerre, il risque de laisser beaucoup de plumes. Voilà. Aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, est-ce que le PDCI peut mourir si les ministres, disons, dissidents sont exclus? Est-ce que le... Ah non, le PDCI ne peut pas mourir. Si le PDCI choisit aujourd'hui l'opposition, c'est le président Alassane Ouattara qui est en difficulté. Parce qu'il y a le vivier FPI qui est là, qui ne retrouve pas dans le leadership FPI et qui cherche toutes les occasions possibles pour s'exprimer. Ça veut dire que si aujourd'hui le PDCI décide de ne pas aller dans ce RHDP, il y a de beaux jours devant le PDCI. Maintenant, rien n'est gagné d'avance en politique. Ça veut dire que et Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié ont intérêt à trouver un accord pour ne pas se séparer. Parce que le FPI est là maintenant en train de faire des prières, des séances de prières pour que ça se casse. Parce que eux, ils vont renaître à travers cette cassure. Guillaume Soro a intérêt à ce que ça se casse. Parce que dès que ça va se casser, il suffit que Guillaume Soro se rende du côté de l'opposition, ça déséquilibre encore les forces. Donc bref, moi je dis, dans les deux camps, ils ont intérêt à trouver un accord. Parce que là, du retournement des situations est ignoré par les hommes politiques africains. Quand quelqu'un est en position de force, il pense que c'est pour toujours. Or, c'est faux. C'est-à-dire que ça peut changer en 1 heure de temps. Donc, il faut que le président Alassane Ouattara discute, trouve. En politique, ce n'est jamais tout blanc, tout noir. On peut trouver le clair, le rose, le rouge, le ceci intermédiaire. Ils n'ont qu'à trouver un accord, franchement, parce que si ça éclate, c'est carrément le camp Gbagbo qui va applaudir parce qu'ils vont récupérer. Et vous savez que déjà, Afik Guessan est allé plusieurs fois rendre visite à Henri Konan Bédié pour pouvoir dire, bon, au cas où il y a des possibilités de grand partenariat, nous on est partant. Donc, dans tous les cas, le président Alassane Ouattara, comme le président Bédié, pour être sûr de garder le pouvoir, ils ont besoin de trouver un accord. Dans le schéma, on suppose bien sûr que le président Alassane Dramane Ouattara est candidat en 2020. Est-ce que le président Henri Konan Bédié doit se lancer aussi dans la course?
selon vous? Personnellement, je pense que je ne le vois pas candidat. En revanche, ce ne sera pas les candidats qui vont manquer. Et on sous-estime la capacité de nuisance ou la capacité de mobilisation de quelqu'un comme Guillaume Soro, qui, il ne faut pas l'oublier, il est du RDR, c'est vrai, mais il a beaucoup frotté avec le FPI et particulièrement le président Laurent Koudou-Gbagbo, et que dernièrement, quand il est resté longtemps à l'extérieur et qu'il devrait rentrer, il a dit qu'il est fils spirituel de l'ancien président Bédié. Donc, vous vous rendez compte que nous sommes dans un schéma où, si c'est à pas forcer que le président Alassane Dramane Ouattara veut aller à un troisième mandat, je peux vous assurer que la tâche ne lui sera pas facile. On ne peut pas dire que ça ne va pas marcher, mais la tâche lui sera très difficile et je vois très difficilement le président Alassane Dramane Ouattara s'en sortir s'il y a une alliance, même si c'est de circonstance, entre le PDCI, le FPI et les gens proches de Guillaume Soro. Ça sera très compliqué. Il ne pourra même pas s'en sortir. Personnellement, je pense qu'on ne peut pas dire de façon catégorique que les choses vont se passer de telle ou telle manière, mais je pense que la tâche lui sera presque impossible. Les deux grands hommes de la Côte d'Ivoire, les deux anciens présidents ou présidents actuels, je veux parler d'Alassane Dramane Ouattara et Henri Konan Bédié, tous deux candidats à 2020. Est-ce que c'est un schéma possible, Patrick? Non, parce que ce n'est pas le combat de Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié est très fin tacticien. C'est-à-dire que s'il décide de ne pas y aller, il va chercher une grande coalition. Et dans cette grande coalition, je ne vois pas lui-même être le candidat de cette grande coalition. Encore que c'est possible, parce que les autres peuvent estimer qu'il vaut mieux mettre Henri Konan Bédié et prendre la primature et coordonner les choses sous Henri Konan Bédié sous forme de transition. Dans tous les cas, c'est pour dire que le PDCI doit nous parler les jours à venir. D'abord, le nouveau gouvernement va nous parler déjà. Ensuite, le PDG doit en tirer les conséquences clairement et lisiblement. Parce que si on continue avec ce jeu de on est dedans, on n'est pas dedans, on ne peut pas s'en sortir. Mais si le PDCI clarifie sa position et se met soit en alliance avec Alassane Ouattara, soit en alliance dehors, dans tous les cas, le PDCI n'est pas un parti qu'on peut tuer facilement. Voilà. Oui, allez-y. Je voudrais dire qu'en fait, par rapport à l'aspect de ce que l'ancien président Henri Konan Bédié est en train de faire, en réalité, il veut pousser Alassane Dramane Ouattara à l'erreur. Parce que là où on est, en fait, les clivages sont clairs. Mais il ne veut pas être celui qui manifeste de façon catégorique une opposition. Donc, haute stratégie politique. Oui, mais bien sûr. Oui, puisque là où on est, quand vous voyez les fuites qui sont venus des renseignements, que ce soit français et américains, vous vous rendez compte qu'il y a une volonté de mettre en difficulté Alassane Dramane Ouattara. Et donc, dans ce jeu, comment le président de l'Assemblée, Guillaume Soro, est resté longtemps dehors, et quand il est venu, il est allé voir celui qu'il appelle son père spirituel. Donc, ils se sont d'ailleurs vus à Paris avant. Donc, quand vous regardez tout ça, vous vous rendez compte qu'il y a un agenda. Un agenda qui ne tient plus trop compte d'Alassane Dramane Ouattara, en tout cas pas après 2020. Alors que, pour des raisons personnelles, est-ce que c'est par rapport à ce qui se révèle par ailleurs, on a l'impression qu'il ne tient pas à partir. Et dans ces conditions, il risque de dresser le tapis à ceux qui pensent qu'il n'est pas ce qu'il donne l'air de manifester. Et donc, moi, je pense que dans ce jeu, il va falloir que le président actuel de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, joue serré. Il va falloir qu'il joue serré et qu'il revoie qu'est-ce qu'il faut faire pour que ceux qui ont été avec lui jusque-là, et je précise, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro, qu'ils puissent se retrouver. Mais j'ai l'impression qu'il y a comme une décision mystère qui est déjà prise et qui veut son départ. Et donc, dans ces conditions, s'il force, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, ce que l'ancien président Henri Konan Bédié est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas qu'il ne sait pas là où il va aller, il sait là où il va, mais il ne veut pas être celui qui montre publiquement que c'est lui qui coupe les ponts. Il veut que le président Alassane Dramane Ouattara commet la faute, et j'ai l'impression qu'on y est déjà.
Ah bon, Patrick Aboukouillon, votre avis par rapport, pourquoi pas, des solutions que vous proposeriez au président Alassane Draman Ouattara? Oui, je crois qu'il y a des tractations en ce moment. Le président Alassane Ouattara a dû avoir des confidences que c'est pas bon. Et je crois qu'il y a des tractations. Maintenant, le problème, c'est jusqu'à quel point le président Bédié est prêt à faire des concessions. C'est à ce niveau, ça se joue maintenant. Maintenant, si le président Bédié a dit à son plan calé, comme le dit Ayovi, si le président Bédié a dit à son plan calé, il va monter les enchères, refuser les alliances, compliquer la tâche à Alassane Ouattara, qui sera obligé de faire l'erreur, parce qu'il veut être celui qui n'a pas trahi, il veut être celui qu'on a trahi. Et c'est pour ça qu'il ne doit pas être le premier à tirer. Et je vais vous dire qui est Bédié. Il faut que les gens comprennent. Bédié est celui que le président Houphouët a le plus formé. Il a envoyé chez Hassan II, il a envoyé chez Mobutu. Il a fait des stages chez ces grands spécialistes de stratégie. C'est vrai que quand il a pris le pouvoir, il s'est abusé un peu, il a perdu, mais toute cette expérience accumulée, il est là en train de tisser, et même la réélection facile et autres d'Alassane Ouattara, il en est pour beaucoup, pas nécessairement dans l'électorat amené, mais dans les tractations, dans la manière dont c'est fait. Vous avez vu, il a gardé le contact avec tout le monde, avec les opposants, avec Guillaume Soro, il a fait ceci. C'est un monsieur qui n'est pas à ignorer dans le débat politique ivoirien. Et si moi, j'ai un conseil à donner à Alassane Ouattara, c'est de trouver un accord avec Henri Konan Bédié. Parce que si vous humiliez politiquement, l'électorat africain ne supporte pas qu'on humilie ses leaders. S'il humilie Alassane et Henri Konan Bédié, ça va se retourner contre lui. Henri Konan Bédié est chef de tribu. Et un chef de tribu qui est humilié, c'est toute la tribu qui se mobilise derrière lui. Et ça, c'est une erreur à ne pas faire. Voilà, solution. Bella Diovi. Oui, solution. Je pense que la Constitution est claire. Le président Alassane Draman Ouattara, vous savez les conditions dans lesquelles il est venu au pouvoir. C'est vrai que son prédécesseur, Laurent Koudou-Gbagbo, a dit qu'il est venu dans des conditions calamiteuses. Et je peux dire que le président Alassane Draman Ouattara a été installé de force par la communauté internationale. Lorsque vous venez dans ces conditions, alors vous faites tout pour montrer que vous êtes bon démocrate et que après avoir fini, à son âge aujourd'hui, après avoir fini 2 mandats, il laisse le pays moderne et il dit « j'ai fait mon travail, j'ai fait mon job, maintenant je prends un joker, je choisis quelqu'un qui peut continuer l'œuvre » et il se retire tout simplement. Ça y est, le fait de vouloir s'éterniser, je ne sais pas ce qu'il peut gagner dedans, même si j'ai bien l'impression que comme partout en Afrique, il y a que les chefs d'État ont peur du départ parce que tout ne serait pas allé comme on le souhaite peut-être, ou il y a des choses qu'on se reprocherait. Mais sinon, moi je pense que là où il est aujourd'hui, les conditions dans lesquelles il est parvenu au pouvoir et avoir la grâce de faire 1, 2 mandats, cette histoire d'une nouvelle constitution, une nouvelle république et qu'il faut forcément se représenter, ça se passe souvent très mal. Et je pense que c'est à ce niveau que le problème se pose. Et c'est justement pour ça qu'il y a opposition entre lui et Henri Konan Bédié, entre lui et Guillaume Soro. Et qu'aujourd'hui, alors ces détracteurs auront beau jeu de dire ce monsieur, il est trop attaché au pouvoir. Donc, s'il y a un conseil, c'est qu'il puisse revenir à la sagesse et faire en sorte que, au terme de son 2e mandat, il peut désirer rester. Mais s'il voit que ses partenaires ne sont pas pour cette approche, pour son propre honneur, il faudrait qu'il trouve les moyens de rester tout en partant. Donc, voilà. Je voudrais me réjouir au moins d'une chose, c'est qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est plus par les armes qu'on règle les problèmes. Ça, là, je voudrais me réduire que tout le monde voit qu'il est possible de régler les choses par les urnes. Et ça, c'est déjà une avancée de la griffe pagaille créée par le président Alassane Ouattara. Ça permet au moins que tout le monde voit que c'est possible de gagner dans les urnes. C'est possible que le jeu électoral soit vraiment plus démocratique en Côte d'Ivoire. Et je crois que c'est ce qu'il faut saluer et encourager, que personne ne pense régler quoi que ce soit par les armes, parce que là, nous avons une opportunité historique qu'il y ait des reconfigurations politiques qui font que le jeu envahit désormais l'Assemblée.
Voilà, aujourd'hui, Patrick Armand Poyon, je reste avec vous. Lors du toilettage des listes électorales, l'opposition ivoirienne a dénoncé un certain nombre de choses. Ils estiment qu'il y a tripatouillage par rapport à ces listes-là, notamment dans certains quartiers extrêmement populaires, je dirais fiefs du régime. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas écouter cela et qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que la réconciliation nationale dont parle souvent le président Alassane Ouattara soit partagée par toutes les composantes de la classe politique ivoirienne? Je peux vous dire que si le RHDP explose, ça va faciliter la réconciliation nationale. Parce que ce qui pose problème dans la réconciliation nationale, c'est qu'il y a un camp qui n'a pas d'espoir d'arriver au pouvoir. Il y a un camp qui n'a plus d'espoir électoral. Dans ces conditions, il ne peut pas y avoir réconciliation nationale. Mais à partir du moment où il y a éclatement du RHDP avec deux blocs pratiquement à égale puissance qui s'affrontent dans le jeu électoral, qui récupèrent les opposants et autres, dans ces conditions, il y aura réconciliation nationale, parce que cette affaire de réconciliation nationale où on veut parler, c'est pas comme ça. Réconciliation nationale veut dire tout le monde a espoir qu'il peut arriver au pouvoir un jour. Tout le monde a espoir que le jeu lui est ouvert. Et ça rejoint les questions de liste électorale. Et quand vous voyez comment le RHDP est en train de forcer pour aller aux élections présidentielles, ça pose flanc à ces tripatouillages de liste électorale. Parce que si je de forcer même mes partenaires pour y aller, je ne vais pas laisser la possibilité de ne pas tripatouiller les listes pour pouvoir gagner les élections. Donc dans ces conditions, moi je crois que le peuple n'est pas au niveau des listes électorales. Moi j'ai l'habitude de dire, nous avons eu des pays où la liste a été confectionnée par le régime, fait à sa taille et tout ça. Vous avez vu Gambie? C'est-à-dire que quand il y a de la stratégie en face, faites les listes comme vous voulez. Le peuple, quand le peuple se sent concerné et décide de s'exprimer, il n'y a aucune liste tripatouillée qui peut les empêcher de prendre le pouvoir. Et à partir de cet instant, nous sommes dans une configuration où si le président Alassane Ouattara s'entête à être dans la posture du traître, et donc, celui qui a trahi l'accord entre lui et Henri Konan Bédié va ramasser ça et aller ramasser maintenant l'électorat FPI, l'électorat Guillaume Soro, l'électorat ceci, et être celui qui va encore faire le roi et tout ça. Et donc, il a intérêt, au-delà des listes électorales, au-delà de la commission électorale, à faire en sorte... Mais je vous assure, personnellement, c'est vrai que ça me fait mal, en tant qu'admirateur d'Alassane Ouattara, d'avoir cette situation-là. Mais je vous assure, si le RHDP explose, c'est la démocratie ivoirienne qui va gagner, parce que cette affaire de tous les puissants d'un côté et les autres de l'autre côté qui n'ont pratiquement pas grand-chose, 3 députés ou je ne sais pas quoi, ou un député, non. Mais si ça explose, le jeu va devenir ouvert. Et donc, moi, franchement, si en tant que démocrate africain, je dois souhaiter quelque chose, vraiment, que ça explose, pour qu'il y ait 2 blocs qui soient à égale force pour s'affronter désormais aux prochaines élections. Voilà, votre avis est clair, Patrick Armand Poyon. Élisée Ribel avec la Diovi, j'aimerais vous demander, est-ce que réellement il y a eu un accord entre les deux chefs d'État que sont Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara? Et si oui, qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait empêcher le président Ouattara de le respecter? Ah, mais s'il y a eu accord, oui. S'il n'y a pas accord, il ne serait pas là. S'il n'y a pas accord, il n'aurait pas rempilé. Et donc aujourd'hui, pourquoi ils ne peuvent pas s'entendre? Vous le savez très bien, le président Alassane Dramane Ouattara estime qu'il faut qu'il continue le chemin, qu'il faut qu'il continue l'œuvre entamée. Est-ce que ce n'est pas juste de la stratégie politique pour taire un peu les dissensions qu'il y a dans tous les camps, pour déjà rendre, pourquoi pas, difficile ces 2 dernières années de mandature? Non, ce n'est pas juste de la stratégie. Il y a une crise profonde, parce que si cette dissension est portée maintenant sur la place publique, certainement il a dû y avoir des négociations de couloir, et que le président Alassane Dramane Ouattara, pour des raisons que vous pouvez deviner, estime qu'il faut qu'il soit encore là pour peser. Parce que lorsque vous n'êtes plus au pouvoir, on peut faire de vous peut-être ce qu'on veut, surtout lorsqu'on est en Afrique. Et que l'autre, l'ancien président Henri Konan Bédié, réponde non, nous nous sommes entendus, nous représentons la plus grande masse, mais nous avons accepté d'être ensemble. Et donc aujourd'hui, il est temps, après 2 mandats, que tu te retires et que quelqu'un d'autre s'installe.
Et je crois que même si celui qui va s'installer n'est pas directement PDCI, que c'est quelqu'un, comme je disais tout à l'heure, comme Guillaume Soro, il est avec tout le monde, il est avec Henri Konan Bédié, il a demandé pardon à tout le monde, y compris à Laurent Koudou-Gbagbo. Donc on se retrouve dans un schéma où vraiment on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire, à moins que le président Alassane Dramane Ouattara alors fasse profil bas, comme en son temps beaucoup l'ont demandé à l'ancien président Laurent Gbagbo, qu'il fasse profil bas et qu'il cherche dans son entourage quelqu'un qui peut faire l'affaire. Je pense que le problème n'est pas... Lui-même sait très bien que même si on veut parler des Oufouettis, il faut qu'ils se mettent ensemble. Ils ont toujours été ensemble sans qu'il n'y ait forcément un papier. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème est au niveau de ce qu'ils continuent à gérer le pays. Et je pense que pour l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, ce ne serait pas une bonne chose. On aurait l'impression, on n'en est pas encore là, on a encore 2 ans, mais on a l'impression qu'il y a bégaiement de l'histoire. Et donc, le président Alassane Dramane Ouattara, c'est à lui de décider. C'est à lui de décider, puisqu'il est au pouvoir, il a encore les leviers du pouvoir, et qu'il faut qu'il négocie sa sortie en douce et qu'il se consacre à la question du développement pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes vivent mieux. Et qu'après cela, il se retire. Il y a une vie après le pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir. On l'a vu partout. Et lorsque vous cherchez à vous entêter, cela amène des situations dommageables. Et alors que vous pouvez négocier autrement votre départ. Et j'ai bien l'impression que ça lui est difficile, comme cela a été difficile à beaucoup de gens, et notamment à son prédécesseur. Mais lorsqu'on a déjà vu les autres passer par des situations difficiles, on fait en sorte qu'on ne tombe pas dans le même piège. Il a encore le temps de se raviser et de poursuivre l'œuvre de développement de son pays, la Côte d'Ivoire, pour qu'il ne se retrouve pas dans un avenir proche au banc des accusés. Voilà, Patrick Armand-Pouillon, nous allons parler d'un autre sujet, mais toujours en lien avec la Côte d'Ivoire. La libération de Jean-Pierre Bemba a suscité espoir en Côte d'Ivoire parce que dans les geôles de la Cour pénale internationale séjournent actuellement 2 personnalités politiques et pas des moindres dans l'histoire politique récente de la Côte d'Ivoire. Je veux parler de Laurent Koudou-Gbagbo et bien sûr de son ancien ministre chargé à la mobilisation de la jeunesse. Est-ce que aujourd'hui ce verdict de libération de Jean-Pierre Bemba a de quoi nourrir l'espoir en Côte d'Ivoire? Pour la communauté internationale, Laurent Gbagbo n'est plus une solution pour la Côte d'Ivoire, il risque d'en être un problème. Donc, je ne vois pas en quoi, alors que Jean-Pierre Bemba, la communauté internationale a voulu compliquer la vie du président congolais en libérant Jean-Pierre Bemba. Vous pensez que c'est donc une pure stratégie politique et non, pourquoi pas, des vices de forme et de procédure dans le dossier concrètement? Non, je l'ai toujours dit, pas pour critiquer la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que c'est une cour pour faire la paix. Et donc, si quelqu'un devient instrument de paix, il est normal que la Cour puisse trouver des éléments juridiques pour pouvoir libérer. Par contre, Laurent Gbagbo, aujourd'hui, n'est pas une solution pour la Côte d'Ivoire. Parce que si Laurent Gbagbo arrive, le jeu politique se mélange encore totalement en Côte d'Ivoire. Alors que là, nous avons dans la cassure possible du RHDP une recomposition du paysage politique ivoirien. Nous avons déjà 2 anciens qui nous posent problème. On va aller ajouter encore un 3e ancien qui va nous poser encore problème. C'est pas évident que la Cour pénale internationale aille dans ce sens. Vous imaginez aussi Blé Goudé en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'autres schémas. Un schéma, c'est imprévisible et je ne vois pas la même politique agir au niveau de la Cour pénale internationale pour libérer Laurent Gbagbo et autres. Par contre, vous avez vu, on a libéré Jean-Pierre Bemba et le Parlement commence par voter une loi pour l'après-présidence pour Kabila. Ça veut dire il se rend compte que là c'est cuit, il vaut mieux partir et on vote une loi maintenant pour protéger ses arrières. Et donc, il y a un message. C'est des gens qui réfléchissent, qui analysent, qui voient. Mais je crois que même le FPI a compris déjà que Laurent Gbagbo c'est du passé. Il faut penser à autre chose. Et je crois que leur avenir, ce serait dans cette
cassure du RHDP. Je sais que beaucoup sont en train de prier, même Guillaume Soro est en train de prier maintenant pour que ça se casse, parce que c'est dans ça que beaucoup vont retrouver de l'espoir, mais pas Laurent Gbagbo de retour en Côte d'Ivoire. Voilà, nous n'allons pas parler au nom de Guillaume Soro. Rapidement, avec vous, Herbert Beladjovi, je sais que vous suivez avec grande attention ce procès, ou bien ces procès au niveau de la CPI, la Cour pénale internationale. Je voudrais avoir votre avis sur une possibilité ou non de la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, si on prend peut-être le cas de Jean-Pierre Bemba comme jurisprudence. Mais je pense que la situation actuelle de la CPI est compliquée. Vous voyez avec les dernières décisions du président Donald Trump par rapport au financement de la CPI. Il n'y a plus d'argent. Et dans ces conditions, on sera obligé de liquider certains dossiers. Première chose. Deuxième chose, au même moment qu'on parlait de la libération de Jean-Pierre Bemba, on a vu que les juges ont permis qu'on ne parle plus seulement de libération provisoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, son ancien ministre à la mobilisation de la jeunesse, mais qu'on parle de la possibilité d'une libération définitive. Parce qu'en réalité, contrairement au dossier Jean-Pierre Bemba, qui est lourd, cossu, on a un dossier aujourd'hui où c'est difficile. Parce que comment vous pouvez dire qu'un président de la République au pouvoir et qui fait face à une contestation, quelles que soient toutes les erreurs qu'il a commises, qu'il reste les bras croisés. Et que donc, de façon concrète, on voit que la procédure a été mal menée et que surtout, on ne peut pas faire une guerre sans être au moins deux. Et qu'on se retrouve avec un camp à la CPI. Personnellement, je crois que le jeu est serré. Je ne vois pas forcément l'ancien président Laurent Gbagbo revenir et prendre le pouvoir, mais je pense qu'il y a des deals pour qu'il revienne en Côte d'Ivoire. Et tout ça, c'est des leviers qui sont, c'est des menaces, si je peux m'exprimer ici en griffe, qui sont présentées à celui qui est actuellement président de la République en Côte d'Ivoire, parce qu'en fait, si on l'a amené là-bas, les révélations de Wikileaks sont claires. Effectivement, c'est pour l'isoler et faire ce qu'on doit faire, mais aujourd'hui, les schémas changent. Donc, moi, je ne serais pas surpris que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé soient libérés dans un avenir plus ou moins proche, pas forcément pour devenir président de la République, mais cela participera, contrairement à ce que mon co-débatteur disait tout à l'heure, à apaiser les choses dans le sens, pas dans notre sens en tant qu'Africains, dans le sens de la perpétuation de ce règne de domination de la part des puissances, des grandes puissances qui décident de ce qu'ils veulent. Et j'ai l'impression que dans leur schéma, la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé y est. Voilà. Patrick Amopoyon, rapidement, un mot de fin. Non, c'est pour dire simplement que, bon, je comprends M. Adjovi, parce que c'est des pro-Gbagbo, donc il trouve toujours... Il trouve toujours souvent le droit. Il trouve souvent le droit. Quand on dit par exemple. Votre expression pro-Gbagbo, ça veut dire quoi? Quand on dit que un président en exercice, il y a contestation, il ne peut pas rester les bras croisés, c'est la lecture contraire que la CPI a. Un président élu qu'on a empêché de s'installer. Voilà la lecture de la CPI. Ça veut dire que la contestation est du camp Laurent Gbagbo dans la lecture juridique de la CPI. Donc, il faut restituer le droit tel que ça se présente là-bas. Maintenant, j'ai dit qu'on peut avoir des positions là-dessus et tout ça, mais je pense qu'aujourd'hui, la situation de la Côte d'Ivoire a besoin, s'il y a éclatement, c'est une erreur d'Alassane Ouattara, mais s'il va à cette erreur et qui fait cette erreur-là, ça va arranger en réalité le camp Gbagbo qui aura la possibilité d'être dans une coalition qui peut gagner et qui pourrait faire très mal aux élections. Bref, je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter à la Côte d'Ivoire, sinon la paix dans les cœurs, la paix dans le pays et le développement. Voilà, 30 secondes. Oui, juste pour dire, je ne sais pas ce que monsieur Poyon met dans pro-Gbagbo. Ce que je sais, si on va rester dans la légalité constitutionnelle, nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La communauté internationale a voulu faire quelque chose.
et a réussi son pari parce que c'est de ce côté-là qu'il y a la force. Deuxième chose, nous savons ce que la CPI est et ce que la CPI cherche à faire maintenant pour avoir bonne presse. Donc c'est pour dire que en Côte d'Ivoire, si un jour prochain ou chose, il y a libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, cela ne serait pas dû à ceux-là, mais cela sera dû au président actuel, Alassane Dramane Ouattara, à qui je ne souhaite pas de commettre les mêmes erreurs que Laurent Koudou-Babou. Voilà, votre avis est clair. Vous êtes Élisée Héribert Labelle-Adjovi, vous êtes journaliste internationaliste, également écrivain. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, coach en politique de développement et gestion de crise. Messieurs, merci d'avoir été là. Vos avis sont, pourquoi pas, souvent tranchés, mais très clairs et assez accessibles à la population africaine et même au-delà de toutes ces frontières-là. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester fidèles à Angle de Vue. Merci de rester fidèles à CKTV. D'ici une prochaine émission, portez-vous bien.